Pour ce qui concerne l'état des lieux, je voudrais simplement vous dire ce que vous savez déjà ici au centre, c'est que c'est plutôt un état d'urgence. C'est que c'est plutôt un état d'urgence sur le plan sécuritaire comme sur le plan migratoire. Je pense que la France aujourd'hui est prise entre 4 cercles de feu. Et ces 4 cercles de feu correspondent d'ailleurs aux 4 grandes priorités que je me suis données, que j'énumère très rapidement. Dans le constat, je viendrai ensuite aux solutions, mais ces 4 cercles de feu, ils sont objectivement ceux qui nous menacent le plus. D'abord, j'aurais pu commencer par l'un ou par l'autre, peu importe. D'abord, l'immigration. Une immigration dont on a perdu totalement le contrôle. Je vous rappelle les chiffres, au moins 550 000 entrées légales, entrées illégales en 2023, l'équivalent de Lyon. Bref, un nombre qui est devenu trop important. Le Premier ministre l'a très bien dit dans sa déclaration de politique générale. En matière migratoire, tout est une question de nombre, de proportion. Il a utilisé cette parabole, si j'ose dire, d'un village qui accueille une première famille, et qui en accueille 30, et quand il y a un déséquilibre, c'est là qu'arrivent les problèmes. Et nous sommes dans ce temps où nous n'avons plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde, et où il y a une panne aussi de l'intégration qui vient à la fois de ces nouveaux venus qui ne souhaitent pas s'intégrer et à plus forte raison s'assimiler, qui vient de nous-mêmes. Croyons-nous, tu l'as un peu dit il y a quelques instants dans ton introduction, est-ce que les Français, est-ce que la France croit suffisamment en elle-même pour se poser en modèle? Parce que c'est ça, si on veut intégrer et assimiler des populations, y compris d'ailleurs des nationaux, qui sont déjà sur notre territoire et parfois qui empruntent le chemin de la dissidence. Est-ce qu'on se croit suffisamment en nous-mêmes pour se poser comme ce modèle? Alors qu'on a une vision bien souvent de notre histoire lacrymale et pénitentielle. Si on dit aux jeunes d'aujourd'hui que la France n'est pas estimable, qu'elle n'est pas aimable, mais elle est coupable, qu'elle est nécessairement coupable aux yeux de tous, comment voulez-vous qu'ils puissent entrer un moment ou un autre dans un destin commun? Voilà. Donc, rapidement, brosser les enjeux de ce premier cercle de feu qui concerne les désordres migratoires. L'autre enjeu, c'est le crime organisé. J'ai quelques sénateurs qui sont ici. Il y a 2 ans, nous avions souhaité utiliser le droit de tirage que les assemblées, les groupes parlementaires ont, pour diligenter une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a délivré un certain nombre de conclusions. Nous en avons fait un texte de loi qui sera discuté dans quelques jours. Je m'en félicite. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à une vague, une submersion que vous n'imaginez même pas. Que vous n'imaginez pas. La cocaïne, les prises ont décuplé en 10 ans. En 2023, les saisies, c'est 23 tonnes. L'année d'après, 2024, c'est 47 tonnes. Énorme. J'étais, il y a quelques jours, au Havre, où j'ai salué une prise exceptionnelle, une saisie de la gendarmerie nationale de plus de 2 tonnes. Et la nuit, d'ailleurs, juste avant que j'arrive, la police nationale avec les douanes, avait pu récupérer 219 tonnes de cocaïne pure. Donc à chaque fois, vous pouvez la découper, multiplier par 3 ou par 4. C'est le produit après découpe qui vous donne ce qu'on peut estimer et qui est vendu aux consommateurs. Aujourd'hui, les drogues les plus dures sont disponibles partout et tout le temps. Dans mon village de Vendée, comme dans les quartiers, partout. Tout le temps, parce qu'il n'est plus besoin d'aller vers le point de deal désormais pour s'approvisionner, Ubershit, et c'est le produit qui vient à vous. Je considère, et c'est ce que je tiens d'ailleurs comme discours depuis plusieurs années, que nous devons nous mettre à niveau et au niveau du combat national, sur cette cause nationale qu'a été et qu'est toujours le terrorisme. Je considère que nous ne luttons pas à armes égales et que ce que nous avons fait pour le terrorisme, j'en parlerai dans quelques instants avec succès, nous allons devoir le faire et produire un effort gigantesque. D'ailleurs, en écoutant Donald Trump, je me suis aperçu qu'il voulait désigner les groupes de narcotrafiquants comme des groupes terroristes. Donc il n'y a pas que moi qui ai fait ce parallèle, même si comparaison n'est pas raison. Simplement, j'ai utilisé, moi, cette métaphore pour faire comprendre aux milieux politiques et à nos compatriotes l'effort que nous devions faire. Et là encore, cette espérance que
on peut lutter. Il faudra des années, bien sûr, mais que si on s'en donne les moyens, en termes juridiques, et d'abord en termes politiques. C'est ça le problème de la politique aujourd'hui. Est-ce que les hommes et les femmes politiques ont encore une volonté d'agir, une volonté de bousculer les conformismes, les immobilismes? C'est ça la question. Quitte à écorner son image. Qu'est-ce qu'on va écouter? Le peuple? L'intérêt supérieur de la nation? Ou alors la bien-pensance? Il faut choisir. Le crime organisé, deuxième cercle. Troisième cercle, la délinquance du quotidien. Bien sûr, il y a des connexions, comme vous pouvez l'imaginer, entre ce qu'on appelle le haut du spectre et le bas du spectre. Chaque jour qui passe, c'est à peu près 1000 agressions, 600 cambriolages, toutes les 20 minutes, un refus d'obtempérer. Et évidemment, c'est une comptabilité, évidemment, ce sont des statistiques, des chiffres froids. Derrière ces statistiques, il y a des vies qui sont brisées, des corps mutilés et des existences volées. La question de la sécurité, et le centre a fait beaucoup pour, ça n'est pas une question de sentiment, c'est la réalité qu'il faut affronter et qui pourrit le quotidien de nos compatriotes. Je dirais 2 mots sur les solutions que je propose. Le quatrième cercle, bien entendu, je parlais du terrorisme, c'est l'islamisme. Nous n'avons pas terminé dans le combat contre l'islamisme. Tu l'as très bien dit, Thibault, dans ton introduction. On a eu plusieurs phases. Il y a eu cet islamisme violent à partir, comment dirais-je, de commandites de l'extérieur, une menace notamment exogène, l'EI, Daesh. Et la France était surprise il y a 10 ans, malheureusement. On commémore cette année le 10e anniversaire, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, etc., le Bataclan en fin d'année. Et on s'est réarmé, avec succès, puisque on a déjoué un certain nombre d'attentats. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes et un certain nombre de chercheurs. Je salue d'ailleurs la présence de Florent Bergeau-Blaclair, qui est une spécialiste d'ailleurs de l'entrisme des frères musulmans. Je vais en parler maintenant d'ailleurs, tiens, comme ça je n'oublierai pas. Il y a eu une première étape où on a affaire à un djihadisme violent, le terrorisme. Il a fallu se réarmer. Souvent une menace exogène. Désormais, la menace est tout autant exogène qu'endogène. Exogène, elle se reconfigure, elle aussi. Le Khorasan, la Corne de l'Afrique, l'Afrique subsahélienne, etc. Elle est toujours là, mais elle pèse sans doute un peu moins pour le moment, je touche du bois. Mais il y a la menace endogène des jeunes, de plus en plus jeunes, à partir notamment des réseaux sociaux. Simplement, il y a eu ce djihadisme violent. Ensuite, il y a eu le séparatisme. Il y a eu le fameux discours des Mureaux du président de la République, une loi CRPR contre le séparatisme, cette idée séparatiste qui voudrait séparer la communauté des croyants, des musulmans, de la communauté nationale. Je pense que le troisième stade auquel on a à faire face, que Florence, vous avez étudié, c'est l'entrisme. Ce n'est pas un séparatisme en réalité. Parce que c'est une matrice politique, des frères musulmans notamment, qui ont un discours parfaitement lisse, qui savent parfaitement s'adapter, parfaitement jouer avec notre droit, avec nos institutions et avec un certain nombre de nos valeurs, la liberté qu'ils retournent d'ailleurs contre nous, mais qui ont un agenda de très long terme. Et ils n'ont pas renoncé à un objectif d'installer la charia sur le sol national. C'est ça l'objectif. Par de l'entrisme. Par de l'entrisme sur des listes municipales, il faudra y prendre garde dans quelques mois, de l'entrisme dans des associations, bien sûr cultuelles, il faut essayer, tenter de maîtriser des mosquées, des lieux de culte, des associations culturelles, sociales, des associations sportives, c'est l'entrisme. Voilà. C'est encore, pour moi, une menace de long terme, même si cette menace ne s'exprime plus par des actions violentes. Hugo Micheron avait très bien indiqué dans la 60aine d'interviews qu'il avait fait de terroristes qui étaient dans les prisons, qu'eux-mêmes avaient fait ce constat que l'action violente n'avait pas de débouché et qu'il fallait passer désormais à une autre stratégie, qui a toujours été d'ailleurs l'entrisme. Les frères du musulman, ça fait depuis très longtemps qu'ils ont conçu cette matrice à la fois politique et bien entendu ce mode d'action social. Face à ces 4 cercles, ce que je veux dire, c'est qu'il
ils ne brûlent pas indépendamment. Ils ne brûlent pas indépendamment. Leurs embrasements, je le crois fondamentalement, se rejoignent. Et je pense que leurs braises aussi se rejoignent. Que leurs braises, parfois même, se confondent. Je m'explique. Le narcotrafic nourrit la délinquance du quotidien. Traditionnellement, nous, on sépare voilà, le haut du spectre, le bas du spectre, mais on sait parfaitement que la petite délinquance est aussi alimentée par le haut du spectre. Donc le narcotrafic nourrit la délinquance du quotidien. Une partie, d'ailleurs, des refus d'obtempérer, qui menacent souvent nos forces de l'ordre physiquement, d'ailleurs, policiers et gendarmes, ça peut être souvent des cas graves où leur intégrité physique est parfaitement menacée, mais on sait très bien que voilà, il y a ce lien. Donc il y a un lien, quand je parle de confusion, entre narcotrafic et délinquance du quotidien. Il y a un lien, bien sûr, entre la délinquance du quotidien et le désordre migratoire. Je me souviens que mon prédécesseur, Gérald Darmanin, quand il avait fait ce rapprochement statistique entre la population carcérale et la proportion d'étrangers, mais des statistiques, vous en voulez, en voilà. J'en ai par dizaines. Ce lien, il est établi. Ce n'est pas une question d'ordre idéologique. Voilà, c'est un constat. Donc vous voyez bien que là encore, ces cercles se rejoignent. Et même chose, les désordres migratoires engendrent aussi, renforcent la menace islamiste. Pourquoi ? Parce que malheureusement en France, par rapport à d'autres pays européens, nous avons l'immigration la plus géographiquement concentrée, notamment africaine, maghrébine, et d'une ère arabo-musulmane qui, depuis des années, malheureusement, est travaillée par un islamisme de plus en plus radical et politique. L'islamisme radical, d'ailleurs, étant une redondance. Mais il faut bien voir que ces choses-là sont à nouveau qui sont liées. Ces quatre cercles, pour moi, forment un tout. Pour être plus clair en matière de pédagogie, j'ai souhaité les séparer, les aborder successivement. C'est ce que je vais faire en matière de solutions. Mais il faut bien savoir que tout se rejoint et qu'il y a une interpénétration. Alors, maintenant, dès le mois de septembre, au moment où j'arrive et la passation de pouvoir, le 23 septembre à Beauvau, très vite, j'ai voulu m'attaquer à chacun de ces mots. Très rapidement, sur l'immigration, j'ai posé un diagnostic. Et là encore, je pense que la vie politique, on ne peut pas s'agiter dans des solutions si on n'a pas une réflexion et si on n'a pas une approche globale. Je crois qu'il y a même deux conditions si on veut avoir des résultats que tout homme et femme politique devraient avoir dans leur posture, en tout cas dans leur approche. Première chose, c'est de traiter les causes, c'est-à-dire la globalité. Traiter d'abord les causes, pas seulement les effets. Et ensuite, au point où on en est, de faire un pas de côté, de sortir de la boîte, out of the box. Je le disais au cadre du ministère de l'Intérieur il y a quelques jours en présentant mes vœux. C'est cette approche que j'ai essayé de privilégier à chaque fois que j'abordais un problème. Qu'est-ce que ça donne sur l'immigration ? Je pense que l'approche globale, les causes, c'est d'essayer de donner trois réponses. Une réponse de l'avant, internationale, une réponse européenne. Je recevais hier Magnus Brunner à Beauvau, qui est le nouveau commissaire européen chargé de la question migratoire. Et puis, il y a la question française. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en termes de pouvoir réglementaire, en termes de pouvoir législatif ? Sachant qu'on a une arithmétique à l'Assemblée nationale qui est désespérante, puisque nous n'avons pas de majorité. J'aurais rêvé appartenir à un gouvernement avec une majorité parlementaire, que les gouvernements d'ailleurs, pourquoi les gouvernements précédents, lorsqu'ils avaient cet outil-là, ne l'ont pas utilisé ? C'est la vraie question. D'abord, la défense de l'avant, parce que tout est une question. Quand vous voyez la complexité des OQTF, des expulsions, des éloignements, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, pardon mon général, pour se rendre compte que c'est d'abord les entrées qu'il faut contrôler. La France à elle seule, c'est 25% des visas d'entrée dans l'Union européenne. 25%. 2,4 millions. J'essaie d'avoir ce dialogue constructif avec mes collègues du Quai d'Orsay. Et par ailleurs, l'Allemagne, deuxième pays, 1,5 million. Alors, c'est vrai qu'on a des liens historiques. L'Allemagne aussi a des liens avec la Turquie et d'autres. Mais vous vous rendez compte, 1 million, alors qu'on n'a pas le même poids démographique. Donc ces entrées, il faut les maîtriser.
c'est au niveau de l'international. J'ai demandé à Patrick Stefanini, mon représentant, pour multiplier des accords bilatéraux. Pourquoi on multiplie des accords bilatéraux? Parce que quand on a du mal, par exemple, à renvoyer en Afghanistan, on n'a pas d'ambassade, de poste diplomatique, c'est plus facile parfois d'emprunter le chemin du Kazakhstan. Quand on arrive à prouver, c'est l'état du droit actuel, qu'un ressortissant, vous n'arrivez pas à bien déterminer son pays d'origine, ou son pays d'origine pose des problèmes, eh bien, s'il a transité par un pays, s'il a séjourné dans un autre pays, alors il suffit, on n'a pas besoin de son consentement pour l'y renvoyer. Donc j'essaie de multiplier ces accords bilatéraux sur la plaque asiatique et sur la plaque africaine. Il en faudra une petite dizaine en Afrique, il en faudra une petite demi-douzaine sur la plaque asiatique pour avoir un premier arsenal, une réponse de l'avant, une réponse donc internationale. La réponse européenne, la directive retour, comment la France a-t-elle pu, c'était en 2008, accepter une telle directive, qui est une directive mal nommée puisque c'est une directive qui donne le choix aux clandestins de partir ou de rester. Non, mais c'est ça la directive retour. Vous souriez, mais c'est absolument ça. Le premier Conseil européen justice affaires intérieures, j'ai passé mon temps, et je pense avec succès, à essayer de convaincre mes collègues, parce qu'il y a une convergence. Il n'y a qu'en France où on se dispute sur l'immigration. Le peuple français, y compris de gauche, ils veulent qu'on maîtrise maintenant. En Europe, vous ne distinguez plus, quand un ministre de l'Intérieur s'exprime, s'il appartient à un gouvernement conservateur de droite ou social-démocrate de gauche. Bon, eh bien les Européens sont convaincus qu'il faut revoir, et c'est la priorité des priorités. Ça ne sert à rien, en général. Vous qui faites un travail actuellement sur le prêt, il y a un préfet d'ailleurs sur les frontières intelligentes et un général qui s'en occupe. Sur les frontières, ça ne sert à rien de garder les frontières si on n'a pas l'outil qui nous permet d'expulser, de renvoyer et voilà, si on a la directive retour, cette directive retour, la présidence polonaise me l'a assuré, dans les 6 prochains mois, elle devrait être révisée. Ça, c'est un instrument fondamental. Vous ne comprenez rien de nos OQTF si vous n'avez pas en arrière-plan l'explication, la grande explication qui est la directive retour. Si on veut changer les choses, changeons la directive retour. Et troisième chose, qu'est-ce qu'on fait au niveau national? C'est les directives, la circulaire, les circulaires, une première que j'ai adressée au préfet, le rappelant que c'est eux qui ont la manette, et une autre circulaire que je m'apprête à leur faire parvenir, qui succédera à la circulaire Valls sur l'admission exceptionnelle, sur les régularisations. Voilà. Et il faudrait bien sûr, malgré qu'on est dans une situation parlementaire compliquée, il nous faudrait se doter d'une demi-douzaine de mesures législatives. Je pense au délit de séjour irrégulier, parce que ça donnera des pouvoirs d'investigation à nos forces de sécurité. La durée de rétention, vous vous souvenez, la jeune Philippine, dans l'ECRA, dans les centres de rétention, etc. etc. On aurait besoin, et j'espère qu'ils seront portés par des sénateurs, par des députés, que via le Parlement, nous aurons des PPL qui seront réduits dans leur objet, mais dont nous avons besoin, et un impérieux même besoin. Sur le narcotrafic, je vais le faire très rapidement parce que je vois que le temps passe. Sur le narcotrafic, là aussi, on va faire ce qu'on a fait pour le terrorisme. Et avec succès. On a ce texte-là, l'idée, je vois Béatrice Brugère, il y a d'autres peut-être magistrats, l'idée, puisqu'on a créé le PNAT, et Dieu sait s'il y a eu des résistances dans le monde de la magistrature à l'époque où il y a eu un parquet dédié, eh bien, ce qu'on a fait pour le PNAT, pour le terroriste, il faut le faire aussi en créant un parquet national anti-criminalité organisée. C'est l'objet du texte qui va arriver, un texte qui va comporter des mesures très importantes sur la corruption, sur le blanchiment, sur les techniques spéciales. On ne joue pas à armes égales. On a besoin de techniques spéciales. Il ne faut pas que des avocats, mais de narcotrafiquants puissent avoir accès à ces techniques, à des noms. On a besoin d'informateurs. J'ai besoin que nos policiers soient protégés, ce qu'on appelle les traitants. Donc il y a tout cet arsenal qu'on va revoir. Et ce texte-là sera voté sans doute avant 2 ou 3 mois. Et il va nous remettre à jour. C'est fondamental, en s'attaquant là encore, à la globalité du problème. À la globalité, y compris, puisque je considère que c'est une menace quasiment désormais existentielle. Non seulement c'est le narcotrafic, la cause racine de grande violence, d'une hyper-violence, où les jeunes qui sont embringués sont de plus en plus jeunes, où ceux qui touchent sont de plus en plus jeunes, et ceux qui sont tués sont de plus en plus jeunes.
recrutés comme des Kleenex sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse les faire aller ici ou là pour qu'ils puissent éliminer des êtres humains. Donc ça, c'est inacceptable. Donc c'est une menace aussi pour nos institutions, notre démocratie, avec la corruption. Avec la corruption avance dans tous les milieux, dans tous les milieux. Donc on doit là encore avoir des dispositifs que nous allons prendre. Ça, c'est un point. Et en termes, là encore, d'ordre public, on réfléchit à faire en sorte qu'au niveau d'un certain nombre de quartiers, on essaie de supprimer les points de deal, mais pas seulement. Le problème est beaucoup plus fondamental. Tant qu'on ne judiciarise pas, tant qu'on ne va pas chercher dans la profondeur, tant qu'il n'y a pas ce continuum de sécurité, alors là, avec la justice, c'est impossible d'avoir des résultats durables. Donc il faut que, par exemple, dans la police nationale, on redresse une filière d'investigation qui est très fragilisée. Donc là encore, il y a une approche globale à avoir si on veut avoir des résultats. Mais ces résultats, on ne les aura pas demain, dans 1 an, dans 2 ans, mais nous les aurons. Comme nous les avons eus, je vous en parlerai dans quelques instants, sur le terrorisme. Nous les aurons, ces résultats. Un mot très vite, sur la délinquance du quotidien. J'avais réuni les préfets, les directeurs départementaux, interdépartementaux de la police nationale, les patrons des groupements de gendarmerie dans l'amphifoche, à l'école de guerre. Je tenais au symbole. C'était il y a quelques mois. Et je leur ai dit, Paris ne sait pas tout. Moi, je suis un provincial. On va renverser la table. Et on va procéder totalement différemment. Vous allez, avant le 15 janvier, c'est déjà passé, j'ai reçu, c'est vous qui allez, préfet, policier, gendarme, département par département, vous allez me faire un plan de bataille. Ce plan de bataille, vous le ferez en fonction d'une géographie, des auteurs, d'une délinquance, des points chauds, etc., etc. Attention aux délinquants d'habitude. Mais ce n'est pas Paris qui va définir. Et qu'il y ait un plan différent pour la Seine-Saint-Denis, pour l'Isère, pour la Vendée, ça ne me choque pas parce qu'on a des réalités qui sont profondément différentes. Et je leur ai dit, ce n'est pas un échange, vous vous souvenez, pénicamment contre pétrole, comme il y a une trentaine d'années. C'est un échange, vous aurez plus de liberté, mais ce que je souhaite, c'est d'avoir plus de résultats. Parce que c'est sur le terrain qu'on connaît les choses. Et je me rends compte, plus j'avance, que si on veut lutter efficacement contre la délinquance du quotidien, il faut s'en remettre à ceux et celles qui connaissent bien le terrain. Parce que c'est comme cela qu'on aura ces résultats. Sur l'islamisme, rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, je disais qu'on avait bien entendu une menace. La preuve, c'est que la menace, elle s'est exercée en 2024. 9 attentats qui ont été déjoués. 3 visaient spécifiquement, monsieur le préfet de police, les Jeux Olympiques. 9. L'année d'avant, c'était 6. L'année d'avant, ça devait être 4. L'année d'avant, c'était 3. Donc vous voyez que déjouer 9 attentats, ça n'est pas rien. Et surtout, 9 attentats, on n'en a jamais déjoué autant, sans mort. Je ne suis pas en train de dire que demain, le terrorisme islamiste ne peut pas encore frapper. Bien sûr qu'il y a encore cette menace. Je parlais de la menace exogène, qui est en train de se reconfigurer sans doute, et d'une menace endogène, qui est toujours bien là. Bien. Avec les attaques armes blanches, mais avec ce qu'on a pu voir, que ce soit aux États-Unis, l'Allemagne, c'était un peu différent. Donc la menace, encore une fois, elle est là. Mais ça veut dire que, grâce à ce que nous avons fait il y a une dizaine d'années, on a été enfin capable de réarmer la France. L'État régalien, qui n'a cessé de se réduire. L'État régalien, là, en discussion budgétaire, c'est moins de 5% du PIB. Les prestations sociales, etc., c'est une trentaine de pourcents. Vous ajoutez les dépenses de santé, c'est 12%. Vous vous rendez compte le déséquilibre? Qu'est-ce qui fonde l'État? Qu'est-ce qui fonde la raison d'être d'un État? C'est la protection, c'est la sécurité. Or, cette sécurité, l'État régalien pèse rien. Et on voudrait en plus vous faire maigrir à nouveau. Pour moi, c'est compliqué. Ah oui, donc voilà, c'est un petit message subliminal que j'envoie ici ou là. Je vous l'ai dit, je pense que j'ai distingué les 3 étapes, le terroriste qui est encore là, entrisme qui est toujours là, et on a eu des succès, les expulsions de l'imam Miquassen, des dissolutions, etc. Je n'y reviens pas. Mais aujourd'hui, on doit se doter, là encore, d'un nouvel arsenal pour faire face à l'entrisme. J'ai reçu un excellent rapport il y a quelques mois qui a été coécrit par l'ambassadeur François Gouillet, qui est un parfait spécialiste du monde arabe, le préfet Pascal Courtade,
il y a un certain nombre de pistes. Eh bien, ces pistes-là, on va les emprunter, on va les utiliser. Le plus important, pour que je vous donne un certain nombre d'indices, c'est que cet islamisme-là, le frérisme, en réalité, menace à terme la cohésion nationale. Et on doit pouvoir emprunter, notamment sur des techniques de renseignement, notamment en matière de police administrative, des moyens pour faire face à ce que je considère être une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation. L'article du Code pénal, le L410-1, mais aussi du Code de sécurité intérieure, définissent quels sont les contours de ce qui constitue les intérêts fondamentaux de la nation. La cohésion, par exemple, nationale n'y figure pas. Bon, ce sont des réflexions d'ordre juridique, mais pas seulement. Je pense qu'il faut qu'on approfondisse avec des intellectuels, des universitaires, la menace. Il faut qu'on la fasse connaître à nos fonctionnaires, à nos préfets, mais plus généralement aux Français. Il y a ce travail-là que nous allons faire, mais croyez-moi, nous serons au rendez-vous. Ce que je voudrais dire, peut-être pour terminer, je parlais tout à l'heure de cercles de feu. Sous ces cercles de feu, en essayant de prendre un peu de recul et de hauteur, on retrouve un même foyer de braise. Parce que je pense que ces quatre phénomènes, qui sont différents évidemment dans leur expression, dans leurs menaces, différents aussi dans leurs manifestations, convergent parfois dans leur cause. Je vais vous donner quelques pistes. Bien sûr que chacun a ses causes propres. Mais pour ce qui nous concerne, de notre organisation, notamment politique, institutionnelle, de notre façon de voir les choses, je pense que ces désordres ont prospéré sur un double retournement. Deux retournements. Le premier retournement, il est juridique, et le second retournement, il est politique. Le premier retournement, je vais essayer de bien me faire comprendre. Il est juridique. Je pense qu'au fil des années, on a construit un droit qui est profondément imprégné des droits individuels au mépris du cadre national. On a donné très clairement, on a fait un choix collectif de construire un droit qui est orienté sur cette rhétorique, cette exaltation des droits individuels, parfois et souvent au mépris de l'intérêt général, de la société. Et quand on ne peut pas expulser des individus qui sont dangereux parce que vous avez une jurisprudence d'une cour européenne qui s'y oppose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez protéger l'individu qui peut-être n'aura pas droit à un procès équitable dans le pays d'origine, d'où il vient. C'est ça le choix que vous faites. Plutôt que de vous dire, est-ce que ma fonction première, ce n'est pas de protéger mes compatriotes? C'est ça la question. C'est la grande question. Et on est arrivé au bout du bout. Et ce curseur-là, il faut, à mon avis, le réajuster. On a su le faire parfois. On l'a fait pendant les années de terrorisme, de sang et de feu. On l'a fait, curseur entre la liberté, les libertés publiques et la sécurité, bien sûr, publique. On l'a fait aussi au moment du Covid, de façon encore plus spectaculaire. Puisqu'on a réinstallé des frontières sur le seuil de chaque maison, de chaque appartement. Et là, on a été capable de les garder, les frontières. Bon. Donc, premier retournement, il est d'ordre juridique. Et le foisonnement jurisprudentiel, croyez-moi, je pourrais, mais alors, pendant plusieurs heures, je me régalerais, vous parler des différentes jurisprudences de nos cours suprêmes, qui vont dans ce sens plutôt que de protéger un cadre général. On a créé, par exemple, un droit à l'immigration, à une installation à peu près partout, qui imprègne le droit européen. Je vous parlais de la directive retour. Ces caractéristiques, je pourrais vous parler de nombreuses jurisprudences, des cours de justice, de l'Union européenne, de la Cour des droits de l'homme, etc. On a créé ce droit. Non, le droit, pour moi, le droit, il y a un droit qui est celui de l'État souverain, d'un peuple souverain aussi, à désigner ceux et celles qui souhaitent accueillir chez lui. C'est ça, le droit démocratique. C'est pareil. Je regarde Béatrice Brugère, puisque j'ai lu, évidemment, retenu les leçons de son excellent livre que je vous conseille. Voilà, en cotisant au centre, vous devriez avoir en contrepartie à la fois la carte d'adhésion. Béatrice, je ne voudrais pas vous compromettre définitivement auprès de votre hiérarchie. Hein. Mais même chose, pour que vous touchiez du doigt ce que je veux dire, on a créé
un droit à l'inexécution des peines, à force de réaménagement, de peines alternatives. Et les Français stupéfaits, aujourd'hui, ne comprennent pas les écarts qu'il y a entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines exécutées. Et on a choisi en France, parce que la Harente de Baudot est pas très loin, d'éviter à tout prix la prison. Et du coup, d'enfermer dans des parcours de délinquance, notamment des jeunes. Et du coup, il faut des antécédents, il en faut 10, 20, 30. Ma première sortie, c'était dans un commissariat. La main avait été, je me souviens, fortement abîmée. C'était un mineur à l'époque de la commission des faits. Une 33, je crois, antécédents, dont un acte de vol avec torture, pas une journée de prison. Donc on enferme des jeunes comment dirais-je, dans des parcours de délinquance et la sanction finit par tomber. Mais c'est trop tard, parce que ces jeunes sentent qu'il y a une impunité et leurs repères sont brouillés. Et quand tombe la sanction, elle n'a plus ce caractère de prévention et de pédagogie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le premier retournement, ça serait, on devrait faire consacrer, mon cher Thibault, uniquement, ça serait en examinant les jurisprudences de façon extrêmement objective. Le deuxième retournement, je dis que le premier est juridique, le second est pour moi politique. Qui gouverne? Qui gouverne? Est-ce que c'est la majorité du peuple ou est-ce que c'est un microcosme? Est-ce que les dirigeants écoutent au fil des élections ce que veulent passer comme message les Français? Qui gouverne? Qui gouverne? On parle de la démocratie libérale. Il y a deux écueils, je pense. Il y a la démocratie libérale, il y a un libéralisme adémocratique qui se passe du peuple. Le bouquin d'Yachamoun, qui était d'ailleurs un bouquin qui est paru il y a 5 ou 6 ans, extrêmement précieux en la matière. Vous pourrez vous y référer. Mais je pense que cet écart entre ce microcosme politico-médiatique et le peuple pose un problème. Et on a voulu, ce microcosme a coulé une chape de plomb, sciemment, sur tous ces désordres, parce que, évidemment, pour les traiter, il aurait fallu remettre en cause leur logiciel, leur idéologie. Ils avaient prophétisé une sorte de fin de l'histoire appliquée non pas à la géopolitique, monsieur Thierry de Montréal, mais une fin de l'histoire appliquée à notre nation, à notre droit interne. Cette idée, c'est que, voilà, on pouvait atteindre, notre nation, le bonheur universel, à condition qu'on vive dans une société très ouverte, très très ouverte. Maximum d'ouverture, la générosité. Ça, c'est sûr. En général, ces gens-là, qui ont, comme dirait un Anglais, ces croyances de luxe, et ces croyances de luxe, en général, ils habitent les beaux quartiers. En général, ils ont de l'argent pour mettre les enfants dans les bonnes écoles. Pas de problème. Hein. C'est des ordres, je vais vous dire, ils touchent les Français les plus modestes. Ce sont les Français les plus modestes. L'action du ministère de l'Intérieur, je pense, est une action d'ordre social, en ce qu'elle répond, je pense, à des Français, à ce qu'on appelle les classes moyennes et populaires. Je le crois vraiment. Donc tout est ouvert et tout est permis. Tout est ouvert et tout est permis. Voilà. Vieille lignée, 68 ardes. Et je pense que cette chape de plomb nous a fait perdre un temps précieux. Mais ce qui me rassure, c'est que les Français, de droite et de gauche, très majoritairement, à 70%, sont d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. Et ils veulent des solutions d'autorité et de fermeté. Ça, c'est la bonne découverte, pas vraiment pour ceux qui suivent les analyses d'opinion, mais c'est ce qui permet, même quand on n'a pas, provisoirement en tout cas j'espère, de majorité à l'Assemblée nationale, c'est ce qui donne une force. Et je parlais tout à l'heure d'état des lieux, je vais être beaucoup plus court sur mon état d'esprit. J'essaie, vous savez que je suis attaché à mes racines vendéennes. Il y a Clémenceau, il y a Jean Delattre. Clémenceau, vous savez, il a été ministre de l'Intérieur. Il a vu cette phrase intéressante quand même. Un jour, il avait dit, au soir de sa vie, au crépuscule de sa vie, il avait dit, c'est au caractère vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. Mais Jean Delattre est intéressant aussi, ils sont nés dans le même village. Deux traditions très différentes. L'un était un bouffeur de curé, l'autre était un aristocrate catholique, mais les deux ont beaucoup fait pour le pays. Ils étaient réunis, si j'ose dire, au-delà de leurs différences, dans cet amour de la patrie. Delattre avait cette devise, ne pas subir. C'est la devise que j'essaie d'avoir au quotidien. Quand
j'ai pris cette décision si vous m'aviez dit il y a quelques mois que j'entrerais au gouvernement sous Emmanuel Macron, j'aurais été un peu surpris, vous voyez. Mais il fallait absolument éviter que l'extrême gauche n'arrive au pouvoir. Et quand on est gaulliste, je pense que quand le pays vit des difficultés, on n'a pas le droit de se planquer. Le choix, c'est fuir ou tenir. J'ai choisi de tenir dans des conditions difficiles. Vous le savez bien, parce que je n'ai pas les mains libres, totalement libres. Bien. En revanche, j'avais fait cette promesse, je m'étais promis de ne pas me laisser aller à la torpeur que peut produire le pouvoir, avec ses conformismes et ses immobilismes. Les conformismes, j'ai voulu les affronter en parlant vrai. Et les immobilismes, j'ai aussi voulu les bousculer en agissant vite. Parler vrai, c'est fondamental dans le domaine politique parce que Hannah Arendt l'avait très bien dit. En politique, les mots justes sont déjà de l'action. Faut-il qu'il y ait cet alignement entre la sincérité des convictions et les mots que vous prononcez? Et alors, les mots peuvent agir. J'y crois énormément. J'y crois énormément. Donc, parler vrai. Et quand on parle vrai, j'ai cette liberté. Je l'utilise, quitte à choquer, quitte à parfois créer des polémiques. C'est parfait. Ça me sert. Ça permet d'expliquer ce que je souhaite faire aux Français. Et ils me soutiennent. Quand on parle vrai, on est soutenu, on est compris et on est suivi. Et agir vite, tout simplement parce que j'ai une conscience aiguë de ne pas avoir de temps. Donc il faut ouvrir plusieurs chantiers à la fois, qui d'ailleurs ont des interconnexions, comme je vous le disais. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai choisi d'agir vite pour essayer, en un minimum de temps, déjà d'envoyer des signaux aux Français pour qu'ils ne se désespèrent pas de la politique. Pour leur dire que la politique n'est pas réduite à l'impuissance, pour peu qu'il y ait une volonté, une vraie volonté. Et que finalement, pour ce qui concerne ma famille politique, la droite au pouvoir peut ne pas abdiquer ses convictions et peut au contraire les appliquer. Et je pense qu'à ces conditions-là, on peut redresser le pays, on peut faire reprendre goût de la politique aux Français, vieille nation, qui a sans doute de tous les pays d'Europe la plus ancienne conscience de ce qu'elle est, d'elle-même. Et c'est ce que j'essaie de faire avec tant de difficultés, avec tant de limites, évidemment, dans le quotidien. Voilà, je n'ai pas le temps. Malheureusement, j'en ai trop pris pour vous. Pardon, mon cher Thibault. Merci de m'avoir écouté attentivement.